Oui, vous êtes toujours bienvenue sur NATEM International et pendant cette émission Indice votre fenêtre en ce qui concerne le... Bien sûr, nous allons commencer ou plutôt poursuivre notre discussion en ce qui concerne ce dossier très essentiel qualifié de question de mort ou de vie pour les Égyptiens, l'industrialisation. Toujours, nous avons les explications, les analyses, les commentaires, les points de vue, même à travers notre invité de marque, M. Bernard Durand, et qui est un professeur français de mécanique. Vous êtes le bienvenu sur NATEM International. Merci beaucoup toujours pour votre présence et vos explications. Merci beaucoup. Si vous-même, vous avez donné une déclaration très importante en privé, je peux dire, avant le commencement de cette émission. Si l'Égypte commence le trajet de l'industrialisation, ne va pas se tromper. Comment? Eh bien, reprenons un grand pays, la Chine. Oui. Il y a quelque temps, la Chine, c'était bien sûr un peuple très important en termes de nombre d'habitants, mais elle était absolument absente des cadrans mondiaux, des décisions mondiales. Et pourtant, sa population est très importante. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a attiré toutes les entreprises du monde. Elle est devenue l'atelier du monde. Oui. Elle a développé des activités et elle a pu engranger un grand nombre de capitaux. Parallèlement à ça, elle a développé des savoirs, des compétences et des techniques. Parce que pour devenir fort techniquement, il faut faire, il faut fabriquer. Et donc, aujourd'hui, l'Égypte menace les grandes puissances, militairement comme les États-Unis et la Russie, et menace aussi, scientifiquement, les États-Unis. Et je vous parlais tout à l'heure de la G5, les nouveaux standards téléphonie. Tout le monde pense que les futurs acteurs de cette technique seront les Chinois. Oui. Et ils maîtriseront à la fois la technologie et le contenu, ce qui affole tout le monde. Ce qui affole, qui rend... qui fait peur à tout le monde, parce que s'ils maîtrisent le contenu, ils maîtrisent aussi la capacité d'orienter des décisions dans le monde entier. Donc l'industrialisation, c'est un fait accompli qu'on ne peut pas effacer. Non. Ce ne sont pas des choses financières ou des choses monétaires. Non, c'est une lourde chose sur le terrain. Dans la guerre économique, pour moi, mon sentiment, l'industrie, c'est l'arme. C'est l'arme. Voilà. Ouais. Si vous n'avez pas d'armes, vous ne pouvez pas faire la guerre. Si vous avez l'industrie, vous pouvez faire, entre guillemets, la guerre économique. Oui, je sais. Pas forcément de... Et si vous avez cette arme, à charge pour les gens de l'économie, etc., à bien utiliser cette arme. Ouais. Donc, toujours, on va essayer pendant cette émission de jeter plus de lumière sur les mesures, les déclarations qui ont été prises, qui ont été faites par le gouvernement égyptien en ce qui concerne l'approfondissement de l'industrie égyptienne au sein de leur société, bien sûr. Le Premier ministre égyptien, Dr Mohamed Bouni, a souligné que le gouvernement avait pris une décision importante dont la tarification du prix du gaz pour les industries à forte intensité énergétique, notamment le fer, le ciment, la céramique et l'aluminium, de manière à réduire le prix du gaz pour permettre à ces industries de produire. Donc c'est une déclaration, c'est une mesure prise. Comment cela va encourager les domaines de l'industrie susmentionnés? Vous avez mentionné des entreprises qui sont extrêmement consommatrices d'énergie. Donc le gaz, vous en avez beaucoup, c'est normal que vous l'utilisiez et que vous favorisiez cette utilisation dans les industries extrêmement énergivores. Bien sûr. Énergivores. Voilà, c'est-à-dire qui demandent énormément d'énergie. Qui consomment beaucoup. Voilà, et si je prends par exemple le ciment, c'est énorme. Vous savez qu'à l'échelle mondiale, la facture énergétique et le rejet de gaz carbonique pour fabriquer des ciments est des plus élevés. Donc, ça pose le problème dans un avenir futur du développement durable, mais aujourd'hui, le ciment est une nécessité dans la technologie actuelle,
Et pouvoir avoir un ciment pas trop cher permet de construire et de développer les futurs bâtiments, à la fois pour l'industrie, mais aussi pour le peuple, pour qu'ils puissent se loger et qu'ils puissent être abrités correctement des intempéries. Donc, oui, c'est nécessaire, c'était une bonne idée de baisser le coût énergétique. Partout dans le monde, il augmente. Donc vous le réduisez, c'est bien. Par contre, à terme, il faudra sûrement se poser des questions sur ce rejet de gaz carbonique, parce que inévitablement, ça va impacter l'économie très rapidement. Donc d'après vous, le fait d'avoir l'énergie, c'est seulement un point attractif pour les industriels? C'est très attractif. Mais comme je vous dis, dans les futurs défis, il ne faudra pas seulement avoir... Mais le gaz naturel n'est pas le pire, entendons-nous bien. Mais il ne faudra pas seulement avoir une source énergétique basée sur le carbone. Manifestement, il faudra d'autres sources énergétiques. On appelle ça le mix énergétique. Le mix énergétique. Voilà. Et l'Égypte, d'après vous, se dirige de plus en plus, d'après votre point de vue, se dirige de plus en plus vers ce qu'on appelle l'économie verte. Voilà. Il faut. Elle a une ressource énorme, c'est le soleil. Par contre, quand il n'y a pas de soleil, comment on fait? Et l'énergie éolienne, même, nous avons l'énergie éolienne, solaire, de l'eau. À terme, aquatique, les hydroliennes. Aujourd'hui, la technologie n'est pas maîtrisée. Et le rendement des hydroliennes est bien supérieur au rendement des éoliennes. Donc, mais vous avez le soleil. Le soleil directement. Et l'énergie nucléaire? Alors, l'énergie nucléaire, à mon avis, fera partie du mix énergétique. Qu'est-ce que vous faites quand il n'y a pas de soleil? On ne sait pas stocker l'énergie et vous devez quand même produire. Comment vous faites? Donc il faut avoir différentes sources énergétiques pour pouvoir combler le manque d'énergie, par exemple solaire, quand le soleil n'est pas là. Aujourd'hui, il n'y a pas tellement de soleil et il faut que le pays continue à tourner. Donc il faut redéfinir justement ces choses-là. C'est une complexité du futur, ça. En fait, l'Égypte a lancé ce qu'on appelle le portail gouvernemental de la carte d'investissement industriel unifié. C'est-à-dire, on donne aux investisseurs, que ce soit locaux ou étrangers, les opportunités d'investissement au niveau de la République égyptienne. C'est une chose. Comment vous la trouvez, par exemple? C'est-à-dire, si j'ai bien compris, le gouvernement favorise les investissements à l'intérieur du pays, que ce soit vis-à-vis des étrangers ou vis-à-vis des capitaux propres de l'Égypte. Oui, parce que chaque parti en Égypte dispose de ce qu'on appelle des avantages. Des avantages industriels, des avantages commerciaux, ainsi de suite. Donc, le fait de proposer ces avantages, de proposer ces opportunités pour les investisseurs. Ça, c'est très important. L'investisseur a cependant un paramètre, c'est la stabilité. Donc, il faut un pays stable et la stabilité de ses avantages. Parce que si un investisseur parie sur l'Égypte, il ne va pas voir un retour sur investissement dans les 6 mois qui viennent. Donc, c'est un pari à long terme et il faut absolument avoir cette stabilité pour que les investisseurs se précipitent et investissent en Égypte. Plus l'Égypte sera stable sur le long terme, plus elle aura des signaux de stabilité, plus les investissements se feront importants. Bien sûr, on parle toujours de renforcer l'industrialisation en Égypte et cette fois-ci, nous devons jeter plus de lumière sur les zones franches. Le Premier ministre égyptien, Dr Mostan Wadbouli, a rappelé le rôle important que jouent les zones franches dans l'attraction des investissements locaux et étrangers et dans la hausse des exportations en établissant des projets dans différents domaines au sein de ces zones. Donc c'est la déclaration, c'est à vous d'analyser de telles déclarations de votre point de vue. Alors, c'est un des outils. Nous, on connaît bien les zones franches, notamment avec les pays du Maghreb. Le Maroc, la Tunisie avaient des zones franches et qui permettent d'utiliser de la main-d'œuvre pas chère pour fabriquer des produits qui retournent après en Europe.
Bien sûr que c'est un avantage considérable, puisque les industries à forte main-d'œuvre viennent fabriquer là où la main-d'œuvre est moins chère. Et donc après peuvent réexporter dans les pays industrialisés des produits souvent coûteux. Et donc ces zones franches ont des avantages considérables, oui, puisqu'elles sont exemptes d'impôts et de formalités compliquées pour les entreprises qui investissent, bien sûr. Ouais. Alors ça concerne essentiellement des entreprises à forte main-d'œuvre, donc genre électronique, textile, etc. Oui, avant d'arriver à une déclaration présidentielle en ce qui concerne la création ou la poursuite de la création des cités industrielles intégrales ou technologiques même, il y a ce qu'on appelle la modernisation de l'infrastructure de ces zones franches. D'après les critères mondiaux, d'après les standards mondiaux. Cela, par exemple, devrait avoir des répercussions positives sur les systèmes de travail en simplifiant les procédures, le temps, de sorte à faciliter la tâche des investisseurs. Donc, c'est le but essentiel. Sur le terrain. Votre réaction en ce qui concerne cela sur le terrain? Alors, on en a déjà un peu parlé. C'est sûr que l'administration est un coût, a un coût, ça occupe pas mal de personnes et souvent l'efficacité est relative. Oui. Donc il s'agit de simplifier l'administration tout en lui conservant ses objectifs fondamentaux. Voilà. Plus l'administration est réduite, plus elle est efficace, plus vous attirerez les investisseurs. Ça c'est certain. Oui. L'administration tatillonne qui donne des délais, ça, les investisseurs n'aiment pas. Parce que le temps, c'est... De l'argent. Oui. Donc plus vous allez vite, mieux c'est. Ça n'empêche pas les contrôles. Oui, bien sûr. Mais il faut bien imaginer des procédures et les automatiser. Aujourd'hui, on a de l'informatique, on a des tas de technologies comme les QR codes, les codes barres, etc. Les technologies aussi d'intelligence artificielle. Toutes ces technologies-là peuvent contribuer à la simplification réelle des procédures administratives. Oui. On parle que l'Égypte, ou même, je crois que Dr Sarhan Nasr a dit que l'Égypte, c'est le premier pays dans la région qui a adopté cette stratégie de la transformation numérique. Oui. Alors, on appelle ça la non-rupture de la chaîne numérique. C'est-à-dire qu'une information, quand elle est codée, elle reste tout le temps, tout au long du vie du produit ou de l'action, et personne n'a à la reprendre X fois d'une façon différente parce que ça change de service. Ça, c'est fondamental. L'environnement numérique de travail, c'est une considérable évolution et ça rend les procédures extrêmement dynamiques et efficaces. En fait, si je peux dire, de tels appels à continuer la construction des cités industrielles intégrales, c'est un appel présidentiel. L'importance de cet appel, c'est quoi? L'importance de construire des cités industrielles au sein de l'Égypte. Si je comprends bien, c'est concentrer sur un même lieu différentes entreprises qui auront les mêmes ressources quelque part et les feront évoluer. Oui, et de simplifier les procédures. Et de passer des documents au fait sur le terrain. Voilà, exactement. Ce qu'on appelle les documents prêts à porter. Voilà. Et préformatés, qui sont dans l'ordinateur, voire même qui se remplissent tout seuls. Il n'y a même plus quelqu'un qui tape les informations. Donc, oui, bien sûr, ça, les entreprises vont aimer, vont adorer. Parce qu'ils aiment cette facilité, cette transparence et cette non-perte de temps dans des tâches qui ne rapportent rien. Et enterrer la bureaucratie. Et alors enterrer... la complexité de la bureaucratie. Voilà. Il faut quand même un contrôle. Je suis pour que les États contrôlent. On ne peut pas laisser... c'est un héritage français ou communiste. Pas communiste peut-être pas, mais je pense que si on veut un avenir commun quelque part, il faut un État et il faut que l'État contrôle les choses. On ne peut pas laisser toutes les individualités s'exprimer. Ouais.
En fait, on trouve qu'il y a d'autres, bien sûr, témoignages de la part de Banque mondiale qui ont salué les réformes législatives, les réformes institutionnelles entreprises par l'Égypte, comme se trouve sur l'écran, pour améliorer le climat des investissements. Donc, pendant les réunions du groupe mondial, du groupe de la Banque mondiale et du FMI, il y avait de tels témoignages. Les réformes institutionnelles et législatives. Comment cela va doper de plus en plus l'industrialisation au sein de l'Égypte? Alors, il faut voir le contenu. Je n'ai pas vu le contenu, mais toujours pareil. Si les entrepreneurs sentent qu'on leur fait confiance, alors ils vont automatiquement investir. Ouais. Et s'ils ont confiance dans le pays, comme je dis, stabilité, etc., qu'on leur fait confiance, inévitablement, ils vont investir. Parce qu'ils vont en retirer des profits. Et aujourd'hui, tout industriel qui se respecte cherche les profits. Ouais. Et c'est là aussi la condition pour qu'une entreprise garde sa viabilité. Ouais. Et c'est pourquoi il y a toujours des mesures qui essaient d'accélérer la mise en œuvre de réformes globales dans le secteur des affaires en Égypte, dans les grandes compagnies. Bien sûr. Oui. Oui. Plus vous simplifiez l'administration, c'est un peu comme si vous allégiez vos bottes pleines de terre. Vous enlevez la terre. Et après, vous pouvez courir. Ouais. Et si vous courez, eh ben vous allez gagner des positions, des places sur le marché dans la compétition mondiale. Ouais. C'est la même chose. Plus vous mettez d'administration, plus vous lestez vos bottes. Ouais. Et ici, permettez-moi de vous poser cette question en ce qui concerne la stratégie d'avoir une nouvelle capitale administrative. Dans le monde du business, dans le monde de l'industrialisation, ça fait quoi? Ça, c'est compliqué à dire parce que ça fait toujours un peu, comment on va dire, c'est toujours étrange de voir le Caire historique un peu abandonné quelque part pour refaire un Caire administratif. Ceci étant, il suffit d'aller au centre du Caire pour voir que si j'ai envie de porter un document d'un ministère à un autre, il me faut 3/4 d'heure. Ouais. Donc ça va être difficile d'être efficace dans ces conditions-là. Donc voilà. C'est une nécessité. Ça semble être nécessaire. Après, est-ce que c'était la bonne solution? Tout ça, moi je ne suis pas capable de le dire. Mais en tout cas, c'est une solution qui a été envisagée. Voilà. La chose qui risque peut-être d'avoir comme vision, c'est un monde technocratique qui se met en dehors du monde de la ville historique. Ouais. Vous voyez ce que je veux dire? On essaie actuellement de réaménager un peu plus l'Égypte tout entière. Et c'est pourquoi on essaye de consacrer l'ancienne Égypte en tant qu'un musée ouvert. Oui. Et de déplacer les choses administratives, les choses là où il faut. Là où il faut, pour faciliter les choses, Oui. pour assurer un peu plus de temps pour les gens, parce que... Donc vous décentralisez, vous décentralisez. Oui. Et pour faciliter même, comme je viens de souligner, les procédures, les démarches, saving time, épargner un peu plus de temps. Faire la démarche là où il faut, où elle doit être et pas ailleurs, c'est ça? Oui. Oui, ben ça c'est une bonne chose, effectivement. Déconcentrer. Voilà. Alors, je dirais le monde est une respiration. La France a très concentré, hein, c'est un pays très centralisé. Elle s'est décentralisée. Et maintenant, on se pose la question, est-ce que c'était vraiment totalement bien? Donc on est en train de recentraliser un petit peu. Voilà, ça respire, quoi. Ouais. C'est une structure qui respire. L'avenir fait que le système va évoluer, s'autoréguler dans ce qu'il faut être décentralisé et les choses qui ne doivent pas être décentralisées. C'est aussi fonction des décisions politiques aussi. Hein. L'ampleur du mouvement est donnée par les directives politiques. Ouais. Quand l'État égyptien, le gouvernement égyptien, essaye de présenter pourquoi c'est tout à fait avantageux d'investir en Égypte, et il y a bien sûr plusieurs réponses. L'une de ces réponses, c'est le Premier ministre qui a dit, comme vous trouvez à l'écran, l'investissement en Égypte permet les exportations vers plusieurs régions et à travers les accords de libre-échange unissant l'Égypte
aux autres pays du monde. Bien sûr, oui. Oui. Donc l'Égypte essaye de diversifier les partenaires internationaux, mais aussi de faire des accords de libre-échange, notamment les derniers pendant 2019 au niveau continental, au niveau de l'Afrique. Au niveau de l'Afrique, la zone de libre-échange, ZLEC, comme d'accord. zone de libre-échange commercial. Bah oui, vraiment, l'Égypte, si on dit que l'Afrique est le pays d'avenir du 21e siècle, l'Égypte doit jouer un rôle majeur dans ce territoire. Ouais. Comme je vous l'ai dit, c'est le pays le plus stable, une population active, des infrastructures. Donc inévitablement, elle va jouer un rôle important. Donc il faut absolument, effectivement, qu'elle favorise tous les échanges avec l'Afrique, parce que c'est le pays où tout le monde concentre ses investissements. Regardez la Chine, les investissements qu'elle fait en Afrique. Et elle concurrence des anciennes puissances présentes en Afrique. Ouais, ouais. Ouais. Et l'Amérique est en train, les USA sont en train de réagir d'ailleurs, et d'essayer de reconcurrencer et de reprendre la place laissée par les anciennes puissances européennes. Un peu plus d'explications, comment? Ah ben, inévitablement, la Chine et l'Amérique vont se heurter. En Afrique, à mon avis, vont se rencontrer, vont rentrer en concurrence. Et là, l'Égypte peut jouer un rôle central. Ouais. On trouve que les responsables des Égyptiens qui ont assisté aux réunions de la Banque mondiale et de la FMI à Washington ont appelé le monde, ont appelé la Banque mondiale et la FMI à soutenir le commerce interrégional en Afrique. Est-ce que c'est applicable celui-là? Non. Dans beaucoup de choses que j'ai dit jusqu'à maintenant, indirectement, on faisait référence aux règles de l'OMC. Et vous connaissez les règles de l'OMC, c'est... De mesures, de critères. Voilà, c'est-à-dire mondialisation. C'est ce qui se passe en ce moment. Et dans la mondialisation, ça s'accompagne toujours, puisqu'on s'adresse au monde, ça s'accompagne d'une normalisation et d'une détérioralisation. C'est dur à dire, c'est-à-dire qu'on enlève le caractère territorial. Sinon, vous n'avez plus de mondialisation. Donc, en proposant cela, l'Égypte propose quelque part quelque chose de différent. Elle dit, ne rentrez pas dans ce qui est mondial, regardons entre nous qu'est-ce qu'on peut faire pour préserver notre territoire. Voilà. Parce qu'il faut savoir que la mondialisation a des effets quand même délétères sur beaucoup de choses. Je parlais tout à l'heure d'un secteur que je connais quand même bien, qui est l'enseignement. Et comme je fais ma recherche un peu dans le domaine de la santé, le domaine de la santé. Et si vous regardez ces deux domaines-là qui sont rentrés de plein fouet dans la concurrence et la mondialisation, ça va avoir des effets importants dans le futur. Sur justement, au niveau de la... C'est ce qu'on appelle investir dans le capital humain. Non, c'est la mondialisation, c'est-à-dire que les États reculent au profit d'éditeurs, de distributeurs, par exemple, de connaissances, Google, etc., qui vont mondialiser la connaissance. La connaissance... Et tuer les particularités territoriales. Et la particularité culturelle même. Ah ben oui, parce que c'est pas assez normalisé. Si vous voulez un produit mondial, il faut le normaliser. La première entreprise qui s'est mondialisée, c'est la mécanique. Comment? En faisant ce qu'on appelle la cotation fonctionnelle. Ça ne vous dit rien, mais je vais vous expliquer. Un produit, quand vous faites ça, si vous le fabriquez une machine, un élément de cette machine tombe en panne, vous pouvez envoyer l'élément, il est remplacé et il fonctionne. Il n'y a besoin de personne pour l'adapter. Automatiquement, il est adapté à la machine. Ça, c'est un premier critère de normalisation. C'est la normalisation. Il faut des objets normalisés qui peuvent être fabriqués en quantité et distribués au monde entier. C'est la mondialisation. C'est la mondialisation au niveau de la mécanique. Ça, c'était la mécanique. Maintenant, vous pouvez l'appliquer au savoir. Vous avez donc un savoir formaté dans des boîtes ou sur Internet, vous pouvez aller chercher le même savoir. Et ce n'est plus le professeur qui propose le savoir, c'est le consommateur qui va chercher le savoir. Et moi, j'ai un gros problème. Comment pouvez-vous choisir ce que vous devez aller chercher alors que vous ne connaissez pas le problème?
Vous comprenez ce que je veux dire? Ouais, ouais. Quand vous avez un professeur en face de vous, il sait ce que vous devez apprendre pour être efficace. Vous ne le savez pas, vous ne l'avez pas encore appris. Ouais. Et dans cette vision-là, relation consommateur, producteur, eh bien, c'est le consommateur qui décide. Moi, ça peut me poser des problèmes éthiques, culturels, etc. Ouais. Retournons un peu plus Sur Terre. Ouais. Il y avait des déclarations qui ont dit que l'État accorde un vif intérêt aux produits de fabrication locale. Voilà. C'est la même chose. La fabrication locale, je vais citer un exemple, ça s'appelle le boubou africain. Vous connaissez le boubou africain? C'est une tenue que les dames africaines se mettent sur le corps avec différentes couleurs. Les coutumes ou les traditions. Voilà. Ces boubous étaient fabriqués en Afrique par les tribus autochtones. Ces boubous sont arrivés de Chine, fabriqués sur des machines de grande production, à moitié prix. Ça a déstructuré toute l'industrie locale. Aujourd'hui, plus personne ne sait faire des boubous, etc. Le marché est complètement disparu. Mais ce qui a disparu aussi, c'est toute une structure sociale. C'est pourquoi l'Égypte essaye de récupérer le fabricant ou l'élément de fabrication locale. Voilà. Ça, c'est une vraie bagarre. Et cela à travers ce qu'on appelle même, ou l'un des éléments, c'est le PME, le Petite et moyenne entreprise. Voilà. Ça, développer ça. Et là, vous avez un facteur important, à mon sens, dont on ne parle pas assez, c'est les monnaies. Ouais. Et vous avez les crypto-monnaies qui vont arriver. Vous savez ce que c'est, hein, je pense. C'est une monnaie commune. Non, la crypto-monnaie, c'est une monnaie numérique. Ouais. Et par exemple, le Bitcoin. Ah. Et ça, c'est plus une monnaie qui est éditée par les États, mais qui peut être éditée, par exemple, par Facebook, par Google, par des grands opérateurs mondiaux. Et ça échappe aux États. Ça fait partie du mouvement de la mondialisation. Et donc les États n'auront même plus la capacité de gérer leur monnaie. Donc voilà, par exemple, un pouvoir qui peut échapper aux États. C'est l'un des défis. C'est un des défis de ce qui... Face aux États. Voilà, c'est un des défis qui est là, mais maintenant concrètement, et surtout en Afrique, où les services, les structures de monnaie ne sont pas parfaites, on va dire. Aujourd'hui, regardez la vitesse à laquelle le paiement par téléphone s'est développé. Il n'y a pas de banque. Donc évidemment, on trouve une solution comme ça. Venez sur ce terrain qui est ouvert à tout, avec ces monnaies-là, et vous pouvez fortement influencer l'économie future de l'Afrique. Pour clôturer, le président Sisi a ordonné de poursuivre le plan de renforcer l'industrie textile afin de la ramener à son époque antérieure. Eh oui, c'est bien. C'est bien. Oui. Pourquoi c'est bien? L'Égypte est quand même connue pour son coton exceptionnel, je le disais tout à l'heure. La fibre de coton, Giza longue soie, c'est une référence mondiale. C'est dommage que ce secteur ait été abandonné, enfin plus ou moins abandonné par l'Égypte. On essaie de le récupérer. Voilà, il faut redynamiser ça, il faut revenir à des situations antérieures et surtout ne pas tomber dans le système américain de produire un coton avec force pollution et force destruction du milieu environnant. Vous n'avez pas des ressources en eau qui explosent, qui sont extrêmement importantes, donc il faut faire attention. Et la deuxième chose, il faut que vous dotiez aussi des moyens d'aller jusqu'au produit fini, avec teinture, impression, etc. Pas seulement produire la fibre, mais aller vers la filature, le tissage, le tricotage, l'ennoblissement, c'est-à-dire la teinture, etc., et la confection. Si vous livrez le produit le plus près du consommateur, c'est là que vous gagnez, bien sûr, le maximum d'argent. J'essaie de vous dire vraiment merci. Vraiment, merci pour vos efforts, votre explication, votre point de vue. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci beaucoup, monsieur Bernard Durand, professeur, docteur Bernard Durand, professeur de mécanique. C'est un nom français de renommée internationale. Merci beaucoup encore une fois. Merci à vous. Merci beaucoup, monsieur. Donc, c'était tout pour cette édition, chers téléspectateurs. Et bon, ensuite, dans le programme sur International.